Bonsoir à toutes et tous. On est prêt pour commencer. Bienvenue pour cette deuxième soirée du Festival de philosophie de l'Institut français de Grèce. Nous laissons nos premiers intervenants s'installer. Pour commencer, nous allons donc accueillir Valia Kemaki, que certains d'entre vous ont certainement déjà vu hier. Elle est journaliste, professeure assistante à l'université ionienne et nous a accompagnés dans la préparation de ce festival. Merci beaucoup, Valia. Sur la scène, elle est rejointe par Asma Mala, chercheuse à l'EHESS et politologue, que vous avez également entendu hier soir pour la présentation de son livre Technopolitique, et Sotiris Triandafilou, journaliste et président de la Fédération panhellénique des syndicats de journalistes. Ce sera donc une première table ronde franco-grecque sur la thématique de fake news et des théories du complot. Que fait l'IA aux médias et au métier de journaliste? Valia, je te cède la parole. Merci beaucoup. Merci Anouk. Bonsoir tout le monde. On va parler un peu grec, un peu français. Alors je vous invite tous à mettre vos écouteurs pour être OK et trouver les bons nombres dans le. Je sais pas si qui est le français, qui est le grec. Asma, ça va? T'as trouvé les grecs? Oui, t'as trouvé le français, il vaut mieux. D'accord. Alors, d'accord. Alors, c'est parfait. 2 pour grec et 3 pour 1 pour français. D'accord, très bien. Alors, si tout le monde est prêt, on peut commencer. Alors, je suis très très content parce que avec moi sur scène cet après-midi, cette fin de l'après-midi, au début de la soirée, c'est pas, ça dépend si vous êtes en France ou en Grèce. J'ai 2 personnes qui sont non seulement des experts sur le sujet, mais ils sont des personnes qui connaissent bien de l'intérieur. Ils ont des racines ancrées dans la société et dans l'académie, tous les deux, ce qui est vraiment, c'est toujours pas le cas, mais cette fois, c'est l'est. Et je voulais poser la première question à Asma Mala. J'espère que vous l'avez attendue hier, mais c'est pas sûr. Alors, c'est pour ça que je veux qu'elle nous explique un peu qu'est-ce qu'elle attend par notre cerveau qui devient un champ de bataille. Ah, Oui. ah oui. Ah oui. On commence très fort. Oui. Alors, vas-y. Le champ de bataille. Alors, il y a. Je ne sais pas si ça marche. Le micro fonctionne? Oui? Il fonctionne? Qu'est-ce que j'entends par le cerveau champ de bataille? La première chose, c'est ce que j'expliquais hier, mais comme tout le monde n'était pas forcément là hier, la première chose à comprendre, c'est la dualité de la technologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les technologies que vous avez à disposition, dans vos poches, dans vos usages quotidiens, sont en fait par nature duales, donc elles sont civiles et militaires à la fois. Ça, c'est la première chose à comprendre. Si j'ajoute un deuxième élément de compréhension ou de décryptage, on entre aussi dans un moment charnière, dans une nouvelle norme militaire, pour ne pas dire guerrière, que sont les guerres ou les nouvelles conflictualités dites hybrides, c'est-à-dire celles qui se jouent sous le seuil et qui ont beaucoup d'émanations, qui ont beaucoup d'incarnations, dont les fameuses luttes informationnelles, les ingérences étrangères, les stratégies d'influence diverses. Et elles se jouent essentiellement, beaucoup, le nouveau lieu pratiquement physique de ces nouvelles luttes-là, se font sur les réseaux sociaux. Et donc, les réseaux sociaux sont à la fois, on dit en anglais weaponized, deviennent des armes de guerre invisibles, intangibles, mais en fait permanentes. Il y a une permanence de ces nouvelles conflictualités-là. Et tout d'un coup, avec une industrialisation, une massification, parce que les réseaux sociaux, on les utilise pratiquement tous et toutes pour plein d'usages différents. Et donc, c'est bien cette prise de conscience qu'il faut avoir en tête. Ça, c'est le premier élément de réponse, les luttes informationnelles, donc celles qui vont s'attacher de façon un peu simple à manipuler l'information. Désinformation, mésinformation, fake news, etc. Les IA génératives venant industrialiser, massifier, augmenter la vague de ces nouvelles, disons, menaces. Mais ce qui est en train de se préparer aussi, mais qui est latent, parce que la technologie amplifie, mais ne crée pas. Les phénomènes ne sont pas fondamentalement nouveaux, mais c'est l'échelle qui transforme la nature du problème, disons, si je devais paraphraser un géographe français qui s'appelle Dollfus, mais je ferme ma petite parenthèse. Mais
ce qui est en train de se préparer, ce sont aussi les guerres dites cognitives. C'est-à-dire qu'on ne va plus simplement travailler l'aval, c'est-à-dire la manipulation de l'information, on va venir aussi manipuler, transformer, redéfinir l'amont, c'est-à-dire vos perceptions, vos représentations, en connaissant et en maîtrisant en fait vos fonctionnements, vos biais, vos réflexes, votre activité cérébrale, la façon dont vous appréhendez tel ou tel phénomène, tel ou tel fait. Et donc, c'est bien la jonction des deux qui fait que, oui, le prochain domaine, pour terminer, dans la guerre, on avait jusque-là 4 grands domaines. Terre, air, mer, espace. Vous en avez un 5e qui est le cyberespace. C'est là où se jouent par exemple les cyberattaques ou les luttes informationnelles sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on commence à prendre l'habitude de dire que le 6e domaine, c'est le domaine cognitif ou humain. C'est-à-dire en fait que chacun devient tout d'un coup potentiellement, à sa petite échelle humaine individuelle, un potentiel nouveau champ de bataille. Et donc de ce point de vue-là, dans ce nouveau champ des conflictualités dites hybrides, il va falloir qu'on soit extrêmement vigilant, disons, à, pardon pour le mot, et pardon si ça choque, mais à armer cognitivement les citoyens. Merci, Asma. Sotiri Triadafilo. Cher Sotiris Triadafilo, Asma a parlé d'une bataille de l'information, de lutte informationnelle. Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez quotidiennement en votre qualité de journaliste? Bonsoir. Merci beaucoup pour cette invitation. En effet, il y a une bataille, une lutte de l'information et une très grande évolution dans ce secteur. Depuis la révolution technologique, depuis Internet, depuis l'entrée d'Internet dans le journalisme au milieu des années 90. C'est le début des années des 3W. Il y a une grande diffusion de l'information. Ça facilite les évolutions et pour nous, les journalistes, ça nous a rendu notre travail plus facile. L'information est communiquée plus facilement. On dispose d'un plus grand nombre d'outils pour enregistrer les nouvelles, mais il y a des risques. Il y a les fake news qui n'ont pas été créés par Internet, mais à l'évidence, Internet ne fait qu'amplifier le phénomène. Ça existait à la radio, ça existait un peu partout. Mais Internet a accéléré ou a amplifié ou a renforcé en tout état de cause ces fake news. Il y a donc une bataille de l'information, une guerre qui menace à l'aide de fake news, une guerre qui menace la démocratie elle-même. C'était bien dit tout à l'heure par notre interlocutrice, elle a eu raison de le dire. Des campagnes électorales ont été manipulées, non pas pour altérer le résultat, mais l'intention des électeurs avant qu'ils n'arrivent devant les urnes et de pouvoir manipuler leurs derniers gestes. Par exemple, les élections pour le Brexit en 2015, pour le référendum de la Catalogne en 2017 et les élections américaines en 2016 sont 3 élections qui ont été à l'évidence manipulées par le biais des réseaux sociaux. C'est le scandale de Cambridge Analytica qui comprend ces 3 échéances électorales. Il y a donc une grande guerre de l'information qui menace la démocratie. C'est pourquoi la connaissance de nous tous est importante. C'est un devoir des journalistes et des médias de protéger les citoyens et la démocratie de tout cela. Merci beaucoup. L'intelligence artificielle, comme les 2 intervenants viennent de le dire, est venue aider à la manipulation de l'information. Mais nous avons eu droit à d'autres phénomènes. Un phénomène qui a commencé dans les années 90, c'était l'éloignement des citoyens des médias.
ils faisaient plus tellement confiance aux médias comme c'était le cas auparavant, au milieu des années 90, et tous les 10 ans, ce phénomène s'amplifiait. En particulier en Grèce, nous avons, selon le Reuters News Report, nous avons la plus petite confiance aux médias par rapport à l'ensemble de l'Europe et par rapport à l'ensemble du monde d'ailleurs. Donc, quand on pose la question à nos amis, aux citoyens, mais d'où est-ce que vous vous informez, puisque la radio, les journaux, la radio ne vous conviennent pas, ils répondent par les réseaux sociaux. Ils refusent d'aller chercher l'information d'un média qu'il connaît, qui a un nom, une adresse, un directeur, des employés, etc. Et ils vont choper une information qui figure sur les réseaux sociaux. Ma grand-mère disait autrefois, c'est la radio qui l'a dit. Maintenant, les gens disent, je l'ai lu sur Internet. Qu'est-ce que ça veut dire, tu l'as lu sur Internet? Voici donc le premier phénomène. Le deuxième, et ceci est arrivé ces dernières années. Toutes les études récentes montrent que les gens ne veulent plus écouter les JT. Ça ne les intéresse pas. Ils ne veulent pas écouter les nouvelles, mais ils se tournent de plus en plus vers la désinformation, le complotisme. Tout cela s'explique par des techniques diverses qui, à travers les médias, sont devenues beaucoup plus évidentes, beaucoup plus transparentes. C'est ce qu'on appelle les echo chambers, une bulle. La bulle dans laquelle on vit quand on se trouve dans les réseaux sociaux, là où tout le monde est d'accord avec nous, là où on lit quelque chose et qu'on réagit en disant « mais qu'est-ce qu'il a raison? Pourquoi? Parce qu'il est d'accord avec nous, pas parce qu'il a raison, mais il dit ce que nous avons envie d'écouter. » Echo chambers, donc la bulle et l'intelligence artificielle qui amplifie tout cela. Ton commentaire, Asma, s'il te plaît. Alors, beaucoup de remarques. Première remarque. J'espère bien. Oui, beaucoup. Enfin, beaucoup. Non, je vais essayer de synthétiser et d'être un tout petit peu articulé, d'éviter le bazar qui est dans ma tête. Non, la première remarque, c'est la question de la polarisation en réalité. Je reviens sur l'exemple de la France, parce que l'exemple qu'on prend de façon un peu systématique, c'est l'exemple américain, les États-Unis, où en effet, vous avez une population qui est surpolarisée, d'abord géographiquement, et donc, et c'est très intéressant d'ailleurs de le constater, et donc idéologiquement, avec tous les enjeux de dignité, etc. Bon, en France, je connais bien moins le cas de la Grèce. Mais en France, c'est très intéressant de voir que la polarisation, en effet, qu'on constate sur les réseaux sociaux, et elle est réelle, n'est pas du tout symétrique dans la vraie vie. Et que dans la vraie vie, hier, je parlais de nos vies numériques et nos vies réelles, et qu'on devait gérer deux existences en parallèle. On n'a plus à une existence à gérer, mais deux. C'est double peine, d'une certaine façon. Pour ceux pour qui vivre est une souffrance. Mais la polarisation dans la vie réelle, elle est beaucoup moins marquée. Et les études sont beaucoup plus, disons, mesurées sur cette question-là. Donc attention aussi vraiment à l'effet de loupe qu'on donne et à la surdomination, disons, de nos représentations via les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je vous ferai faire le test et faites-le. Est-ce que vous vous comportez de la même manière sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie? Je ne suis pas persuadée. Je ne suis pas certaine de ça. Et donc, on voit des phénomènes comme ça aussi de dissension et d'écart. Ça, c'est la première remarque que je livre à votre réflexion. Je n'ai pas plus d'enseignements que ça. Sur la question aussi de Cambridge Analytica et des chambres d'écho et des bulles de filtre, etc. L'exemple de Cambridge est très intéressant, mais tous les autres aussi, parce que ça a été une consolidation, j'y vais très vite, d'absolument tous les phénomènes qu'on observe aujourd'hui et tous les risques politiques, démocratiques, géopolitiques qu'on observe aujourd'hui. C'était des manipulations, disons, les prémices de la guerre cognitive par en fait du micro-ciblage, de la connaissance de données, etc. Donc ça, c'est la première chose, à des fins
de manipulation d'élections de façon très concrète, mais aussi avec des ingérences russes. Et donc là, on avait une espèce de cas d'école de tout ce qui est du magma de tout ce qui est en train de se passer. Et pourtant, on ne sait pas mesurer l'impact réel, c'est-à-dire le passage à l'acte. On sait aujourd'hui dire qu'il y a eu des opérations, on sait dire qu'il y a eu des manipulations, on sait décrypter les campagnes de manipulation qu'il y a eu. En revanche, la conséquence concrète dans le bureau de vote, on ne sait pas la mesurer parce qu'on est en démocratie et qu'on ne sait pas, et j'ai presque envie de vous dire heureusement, fliquer chaque citoyen d'en fait le secret de l'isoloir. Donc il y a aussi cette... je fais exprès d'apporter quelques nuances par rapport, disons, au débat qu'on a aujourd'hui. Toujours un peu raison garder ou apporter un tout petit peu de non-binarité dans la réflexion. La troisième remarque que j'ai envie de faire, et c'est mon avant-dernière remarque, c'est le rôle des géants technologiques là-dedans. C'est-à-dire que les médias, la presse, les journalistes, avec comme mission, ont toujours, j'espère, comme mission de produire, je dis bien produire de l'information, c'est-à-dire la fabriquer. C'est ce qu'un sociologue allemand qui est très peu connu et qui risque de revenir par la grâce de Elon Musk, qui s'appelait Nicolas Luhmann, appelait le second order observation. Forcément, à partir d'un fait, et même aujourd'hui les faits, avec l'intelligence artificielle, vous pouvez les créer d'une certaine façon. Donc là aussi, on a une espèce de mise en abîme. Mais enfin, revenons à la base. Donc même à partir des faits, vous allez construire une vérité. Par les biais, par les choix éditoriaux, par l'invisibilisation d'une telle information, la survisibilisation de telle autre, plutôt les pondérations que vous allez donner, l'interprétation que vous allez donner aux faits, construisent une vérité. Et ce n'est pas grave en soi si le contrat éditorial avec le lecteur est clair. En France, quand on lit Le Monde ou Le Figaro ou Valeurs Actuelles ou Libération ou l'Humanité, on sait pourquoi on lit. On sait ce que normalement on devrait pouvoir y trouver. Donc si le contrat éditorial est clair, de ce point de vue-là, ça ne pose pas de problème. Mais donc ce qui est en train de se passer avec les géants technologiques, Google, même aujourd'hui les pourvoyeurs d'intelligence artificielle type OpenAI, c'est que tout d'un coup, le journaliste, la presse, devient fournisseur de contenu. On l'a vu avec toute la bataille des droits voisins. Et donc, toute la chaîne de valeur, si vous voulez, informationnelle, la fabrication de l'information s'en trouve transformée. Voire même, si on emmène le trait très loin, vous avez une inversion des rapports de force, des asymétries de pouvoir. J'en veux pour preuve le dernier partenariat qu'il y a eu entre Le Monde et OpenAI, où Le Monde a décidé de fournir à OpenAI en fait, ses data, ses articles, ses archives, contre une forme de visibilité des contenus sur l'application, la plateforme OpenAI, et ChatGPT-4 en l'occurrence. Et donc, ça pose des énormes questions sur en fait le rôle aujourd'hui de la presse, où est-ce qu'elle s'insère sur cette nouvelle chaîne de valeur, sur la fabrication des savoirs, la fabrication de la connaissance, et donc à la fin la fabrication d'une forme de vérité, et donc d'une opinion publique. Et enfin, et ma quatrième remarque, et ça, ce sont des discussions qui sont en cours et sur lesquelles nous sommes en train de tâtonner, au-delà de la simple question des droits d'auteur, avec le procès du New York Times contre OpenAI dans un autre style. Et enfin, et ma dernière remarque, c'est Elon Musk. Moi, je l'aime bien parce que je n'aime pas le diaboliser. Je trouve que c'est une erreur globalement, de diaboliser Elon Musk. Et en janvier dernier, il y a eu des leaks, il y a eu des fuites d'une réunion interne qu'il avait eue au sein de Twitter avec ses directeurs, sa directrice en l'occurrence, et il expliquait sa vision politique de X Twitter, qui est un des réseaux sociaux aujourd'hui qui nous, qui nous occupe le plus d'un point de vue politique et idéologique en termes d'agenda. Et donc, dans ses fuites, et je terminerai là, il expliquait sa vision. Et sa vision, elle est très simple. Il veut installer une architecture de démocratie dite directe. Il le dit. C'est-à-dire que un des objectifs politiques de Elon Musk est de détruire ce qu'il appelle, lui, les corps intermédiaires, dont la presse, dont les journalistes, qu'il estime être woke, trop biaisés, trop pro-système, je mets des guillemets, etc. Et donc, d'une certaine façon, il va utiliser, c'est un de ses projets, X Twitter comme une espèce d'outil d'empowerment du peuple.
Si ça, c'est pas une forme de technopopulisme revu à la sauce de Elon Musk, je n'y comprends rien. Merci Esma. Sotiri, Sotiris, dans ces évolutions technologiques, la presse, et en particulier la presse en Grèce, comment se tient-elle? Je voudrais faire un certain nombre de remarques. J'ai écouté des choses très intéressantes. Je ne suis pas d'accord dans leur totalité, mais tout cela est extrêmement intéressant. Le nouveau paysage de communication dont j'ai parlé tout à l'heure, depuis l'invention d'Internet, comporte un très grand nombre de caractéristiques et il y a beaucoup d'aspects positifs. Un aspect positif, c'est qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de chaînes de communication, beaucoup de canaux de communication et il est difficile de ne pas révéler quelque chose. Ça n'existait pas autrefois. Imaginez, autrefois, la Grèce n'avait que des journaux, ensuite journaux et une radio, ensuite une télé étatique et puis après, le paysage communicationnel de la Grèce s'est ouvert. Donc aujourd'hui, nous avons beaucoup de canaux de communication et beaucoup plus de transparence que ce qui se passait autrefois. Et ça, c'est un point nodal. C'est une vraie révolution. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est qui vient d'être dit par Madame Kaimaki à propos de la confiance. Les citoyens n'ont qu'une très faible confiance aux médias en Grèce, mais aussi à l'échelle mondiale. Il y a une enquête de Reuters, de l'Université du journalisme d'Oxford, une enquête très importante qui a lieu chaque année. La Grèce, elle est classée en dernier lieu en matière de confiance. Et on évite aussi beaucoup les nouvelles. C'est un indice aussi très élevé pour la Grèce, c'est-à-dire que les citoyens ne veulent pas voir ou écouter les nouvelles. Ils ne consomment pas les nouvelles. Pourquoi? La confiance des citoyens est très faible. À l'évidence, il y a plusieurs raisons. Le changement technologique, c'en est une. La crise économique de ces dernières années, c'en est une autre. Les propriétaires des médias ont été enregistrés par les citoyens comme une raison. Ils ne font pas confiance aux manias de la presse, que ce soit en Grèce ou ailleurs d'ailleurs. Les guerres et la désinformation créée par les guerres de par le monde. La désinformation grâce à l'intelligence artificielle, voilà. Le vieillissement de la population, un des plus grands problèmes des journaux, vous savez, les jeunes ne lisent pas des journaux, c'est les personnes les plus âgées qui lisent la presse. Les plus jeunes, non. La consommation des nouvelles par les médias, on verra que les plus jeunes sont sur les réseaux et sur Internet et par la suite, ils vont à la télévision et aux journaux. Les plus âgés consomment les nouvelles, les informations dans les journaux. Ce changement dans les usages de consommation, c'est une autre raison. Il y a toute une série de raisons. Toutes ces raisons réunies ont conduit à ce qu'on calcule aujourd'hui en tant que liberté de la presse et ont conduit à cette pénurie, si l'on peut dire comme ça, de la liberté de la presse. Et ce n'est pas seulement un phénomène grec, ça se passe partout dans le monde. Les syndicats des journalistes ne laissent pas cette question de côté. C'est une question évidemment beaucoup plus globale. Ça ne concerne pas seulement les journalistes, une dérégulation politique qui existe depuis des dizaines d'années et qui a été amplifiée à cause de la crise économique. C'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser de côté, nous les journalistes, un peu partout dans le monde. Les journalistes ne sont pas bien payés. Ces dernières années, les dernières dizaines d'années, et surtout les années les plus récentes, et ils sont dirigés vers des formes de travail plus souples. Et tout cela influence la crédibilité des médias. La crise sanitaire du coronavirus a intensifié les évolutions négatives, a influencé en particulier la circulation des journaux. Tout cela, ce sont donc des questions dont on parle, qui sont devant nous, qui ont
impacté la crédibilité des journalistes et de la presse. Et dans ce paysage, le rôle du journaliste a beaucoup changé. Un des grands changements intervenus après 2003, car Internet a passé plusieurs périodes. Le Web 1, 95 jusqu'à 2003. La deuxième époque, le Web 2. Et là, on est à la troisième époque. C'est le Web 3 qui favorise les évolutions de l'intelligence artificielle, de la réalité augmentée. Cette période du Web 2, qu'est-ce qu'elle a provoqué? Elle a inversé la hiérarchie qui existait traditionnellement dans les médias. Il y avait deux pôles, du journaliste et des médias qui produisaient des nouvelles, et du récepteur qui était le citoyen. Ceci a été inversé. Maintenant, les citoyens produisent du contenu journalistique, si vous voulez, enfin, de l'information. Donc, la hiérarchisation a été renforcée. Vous voyez que nous avons des évolutions extrêmement rapides qui ne peuvent pas ne pas impacter le reste de la société. Car quand il y a des changements si grands, de si grande échelle, nous parlons d'une transformation des relations du travail. C'est ce que l'évolution technologique a fait toutes ces dernières années. Asma a très bien décrit tout à l'heure les intentions d'Elon Musk. Ce n'est pas seulement Elon Musk, il y a d'autres géants de la technologie, Google, OpenAI, Facebook. Facebook et Google regroupent 80% de la publicité mondiale. L'Union européenne, maintenant, réclame des droits d'auteur auprès de ces géants. La France y est parvenue, le Canada aussi, l'Australie. L'Union européenne est entrée de manière organisée dans ce paysage par l'émission d'une directive récemment. C'est la partie des droits d'auteur parce que Google, Facebook utilisent le travail du journaliste, précisément ce qu'elle vient de dire tout à l'heure à propos du New York Times et du OpenAI, c'est-à-dire le chat GPT d'utiliser ses propres textes. En revanche, Le Monde, mais aussi d'autres grands journaux, ont passé des accords avec News Corporation, c'est Murdoch, le colosse de Murdoch. Tous les médias donnent donc à OpenAI contre un prix très élevé. Et c'est un débat où on en est au début. Asma a raison. L'emploi du travail journalistique par ces colosses d'Internet, par ces sociétés qui produisent de l'intelligence artificielle, on n'est qu'au début et le paysage est en cours de transformation. Il y a de grands sujets devant lesquels on se trouve. Je vois beaucoup d'aspects positifs dans ce qu'on pourra analyser par la suite en matière d'intelligence artificielle ou de nouvelles technologies. Mais tout cela, on ne doit pas oublier que tout cela aboutit au bon fonctionnement de nos sociétés. C'est comme ça qu'on doit traiter ces questions. Jusqu'à présent, nous n'avons pas fait référence aux mots-clés qui sont l'intitulé de notre thème d'aujourd'hui. Ce sont les fake news et les théories de complot. C'est qu'on ne peut les mentionner sans l'évolution technologique, sans la facilité à produire, à générer du contenu et bien sûr le rapport des citoyens avec les médias traditionnels, les moyens d'information traditionnels. Nous avons survolé tout cela par manque de temps. Je propose de revenir au cœur du sujet. L'intelligence artificielle, est-ce qu'elle accroît le risque de diffusion et de génération de théories de complot et de fake news?
Deuxième question, pourquoi le public accepte cela de manière beaucoup plus simple, facile? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas honte de dire désormais que Elvis est vivant et qu'il vit sur Mars? La question est pour moi. Alors, théorie du complot, intelligence artificielle générative. Bon, c'est tout un programme. Je remets mes idées en ordre. Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses sur la question du complotisme. La première, Bien sûr. c'est un sujet et c'est un sujet compliqué pour pas faire des confusions et aller dans tous les sens. La première chose, c'est que la première remarque, la technologie, les outils technologiques, les réseaux sociaux, les bots, les faux profils, les faux commentaires, les plateformes de ce qu'on appelle l'alt tech, parce que vous allez probablement spontanément penser encore à Facebook, Insta, TikTok, X-Twitter. La vérité, c'est que les foyers de démarrage des narratifs, disons, viennent de ce qu'on appelle, aux États-Unis en tout cas, mais souvent ça vient de là, il se trouve, en tout cas quand il s'agit des QAnon ou de toute la galaxie Q, ça commence par des plateformes de l'alt-tech. Donc c'est du Rumble, Odyssey, etc. Donc c'est des plateformes dites alternatives qui ne sont pas du tout les plateformes mainstream, mais par capillarité, qui viennent par la viralisation sur les recrutés, si vous voulez, sur les plateformes mainstream. Mais les plateformes de l'alt-tech ont une promesse, le zéro modération. Pas de modération. Et donc, c'est devenu très vite, en fait, des repères, ou 4chan, etc. C'est devenu des repères de toutes les théories suprémacistes, racistes, etc. Et il se trouve qu'aux États-Unis, et je prends l'exemple américain parce que, en fait, ça fonctionne par système. Et il se trouve qu'aux États-Unis, vous avez le premier amendement de la Constitution américaine, qui, en fait, sacralise d'une certaine façon le freedom of speech. Aux États-Unis, très peu de choses, très peu de choses, des cas extrêmement précis seulement sont pénalisables. Et donc, tout d'un coup, et puis, premier amendement de la Constitution américaine qui est renforcé par ce qu'on appelle la section 230 du Communication Decency Act, qui en fait déresponsabilise d'une certaine façon, ou en tout cas laisse libre, plus exactement, les plateformes numériques, donc toutes les plateformes que vous connaissez, dans leur politique de modération. Donc vous avez un double effet qui se coule d'une certaine façon, une vision maximaliste américaine de la liberté d'expression, renforcée par, disons, une forme d'arbitraire des plateformes. Initialement, c'était une loi, et juste pour préciser, après je ferme la parenthèse, qui date de 1996 et qui avait pour objectif, si vous voulez, de permettre l'innovation et de libérer l'innovation et de permettre l'émergence de ces géants technologiques sans qu'il n'ait trop de freins, disons, légaux ou de trop de régulation dans leurs pattes. Donc, la première chose, c'est que ça commence souvent par donc, ces foyers complètement maximaliste, vous allez avoir à boire et à manger. Ça, c'est la première chose. Après, évidemment, ça vient par capillarité, métastasée, si vous voulez, un peu ailleurs. La deuxième chose, c'est que la question des complotismes ou même des antisystèmes, globalement, n'est pas un problème technique. Ce n'est pas le problème, initialement, du réseau social ou du IA. Le fait que vous ayez des gens, des personnes, des groupes dans une société qui décident de ne plus croire, qui décident de ne plus désirer faire société, qui désirent faire cessation d'une certaine façon, est un problème politique. Ce serait trop facile de croire que c'est Twitter, Zuckerberg, Google et TikTok qui créent ces problèmes-là. En revanche, ils facilitent la transmission, ils abaissent le coût d'accès à ces narratifs-là et d'une certaine façon permettent, si vous voulez, d'accélérer le recrutement. Et moi, c'est ça davantage politiquement qui m'inquiète. C'est pas qu'il y ait des gens qui n'y croient plus, parce qu'en fait, on a toujours eu ça. Moi, ce qui m'embête beaucoup, c'est que ça permet d'industrialiser, donc de recruter, et donc de métastaser. Et si ça métastase, à partir de là, on n'aura plus capacité à faire société. Ce qui amène la deuxième difficulté, c'est que,
évidemment, ces groupes-là sont identifiés et donc deviennent des cibles. Des cibles de quoi? De ce qu'on expliquait tout à l'heure, les luttes informationnelles, les ingérences. Évidemment que les narratifs qui viennent déstabiliser les démocraties par les régimes, disons, adversaires, ceux qui ont, disons, donné même une pensée quasi scientifique à ces questions-là, évidemment, sont les Russes, mais qui sont très antérieurs à la question des réseaux sociaux, ce qu'on appelait autrefois la propagande d'ailleurs, et bien évidemment la Chine, qui a industrialisé les campagnes d'ingérence et de déstabilisation sur le modèle russe par ailleurs. Et donc vous avez des injections de narratifs qui vont venir déstabiliser, affaiblir le lien de confiance, affaiblir la capacité à continuer à créer du lien, affaiblir la capacité à avoir une conversation et du débat, c'est-à-dire la polarisation, la brutalisation, venir encourager des récits contradictoires simplement pour polariser et pour finalement créer du chaos. Et ce qui est très intéressant à avoir en tête, et c'est ça que j'appelais aussi une forme d'armement cognitif, c'est au moins de comprendre ces dynamiques-là, c'est que vous avez donc les opérations de manipulation de l'information, de fake news, d'ingérence. Mais attention, les fake news ne sont qu'un sous-champ de la catégorie des manipulations de l'information et des manipulations cognitives. Ce n'est qu'un sous-champ. Globalement, c'est ce que dès 2016, dans un très célèbre éditorial du Guardian, Catherine Weiner va appeler la post-truth politics, ou ce qu'on va appeler globalement la post-truth politics, dans laquelle on est complètement dedans. Et donc, vous avez donc des manipulations, des narratifs qui deviennent organiques. Organiques parce que recyclés, blanchis par les groupes conspirationnistes in-house que vous avez domestiques à la maison. Et donc, toute la question, c'est de monitorer pour éviter un minima un passage à l'acte. Rappelez-vous le Capitole, mais aussi Brasilia. Vous pouvez avoir des passages à l'acte. Mais surtout, comment est-ce qu'on sécurise, pardon de le dire comme ça, mais le ventre mou, c'est-à-dire la majorité silencieuse. Et là, tout d'un coup, on entre dans des logiques insurrectionnelles ou contre-insurrectionnelles. Et je ne plaisante pas quand j'utilise des gros mots de ce type-là. Comment est-ce qu'on fait pour sécuriser la majorité? Pour qu'on continue à avoir un désir commun, à regarder dans la même direction? Est-ce que les opérations de déstabilisation restent circonscrites et n'aillent pas, si vous voulez, se généraliser? Et c'est ça qu'apportent d'une certaine façon les réseaux sociaux. Les IA génératives, et je terminerai peut-être là-dessus, sont un outil supplémentaire dans le continuum. Mais un outil supplémentaire. Elles ne cristallisent pas, dans ma vision à moi, outre mesure, elles industrialisent, elles apaisent le coût, etc. Deux choses sur les IA, et je termine là. C'est très facile de produire, parce que c'est très facile de faire des prompts. Vous n'avez plus besoin d'une très grande ingénierie, d'une part. Et d'autre part, ça coûte très peu cher. Sur le Darknet, il y a eu des retours d'expérience qu'on a eu, notamment par des groupes de cyberdéfense, etc. Vous pouvez avoir des deepfakes d'assez bonne facture, pas géniaux, mais d'assez bonne facture, pour un range, si vous voulez, entre $300 et $20 000 pour les plus sophistiqués. Ça coûte rien. Donc, vous avez un abaissement du coût de la création du faux. Et donc, c'est sous toute cette nouvelle hygiène cognitive qu'il va falloir qu'on installe, naviguer en eau trouble qu'il va falloir qu'on apprenne à faire, mais chacun, parce qu'on ne va pas pouvoir faire du top-down et du vertical. C'est impossible. C'est trop diffus et c'est trop horizontal pour qu'on ait simplement de la loi et de la régulation. Ça ne suffira pas. Et qu'est-ce que je voulais dire? Une dernière chose, un retour d'expérience de l'Argentine. La campagne présidentielle de fin d'année dernière qui a vu la victoire de Milei. On a vu l'explosion des deepfakes, ou plus exactement des cheapfakes. C'était en fait des vidéos, mais qui étaient complètement grossières, grosses, super mal faites, et ça n'a pas compté. Ça n'a pas compté que ce n'était pas crédible. Ce qui a compté dans la viralité, ce qui a compté dans leur diffusion, c'était qu'elles n'étaient qu'un support de la haine et de la colère et de la destruction de la réputation du camp d'en face. Ce qui comptait, ce n'était pas qu'elles soient crédibles. Ce qui comptait, c'est qu'elles soient le plus trash possible pour casser, pour détruire. Et ça, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant encore dans cette dissension entre vie numérique et vie réelle, que tout d'un coup, vous n'ayez plus justement de limite
à la violence, à la brutalisation, la banalisation de la violence. Un historien, Georges Mossé, l'expliquait très bien pendant en fait la Seconde Guerre mondiale. Comment est-ce qu'en fait on recrée des imaginaires où la violence, la mort, la destruction, la diffamation sont banalisées. Et c'est là où la conversation politique devient beaucoup plus intéressante, je trouve, à mon sens. Merci Asma. Σωτήρη, με βάση όλα αυτά που μας είπε η Asma προηγουμένως. Par rapport à ce que Asma vient de nous dire, j'aimerais bien avoir un commentaire de ta part. La démocratie a cette caractéristique. On peut discuter, échanger. Vous allez dire votre point de vue tout à l'heure. Voici ce que c'est la démocratie et le dialogue. C'est ton commentaire. Alors, quel est le rôle du journaliste face à ces théories du complot et des fake news? Puisqu'on entre dans la partie principale du débat, un sujet vraiment séduisant. Je dois dire la chose suivante. Nous parlons d'intelligence artificielle. Certes, moi, j'aborde la question en ma qualité de journaliste et de chercheur dans le domaine des médias. Je suis journaliste, n'est-ce pas? C'est pas une approche technique, mais quand on parle d'intelligence artificielle, nous parlons d'un ensemble de processus qui évoluent. En fait, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ils essayent de faire un travail humain à une machine. En l'abordant, que les spécialistes veuillent bien m'en excuser, je l'aborde donc du point de vue du journaliste. L'intelligence artificielle comporte beaucoup de risques, mais j'y vois beaucoup de points positifs également. Si on focalise le domaine des médias. J'imagine qu'en médecine, ça doit être la même chose, et dans d'autres secteurs et dans d'autres disciplines, ça doit être la même chose. Le plus grand risque de l'intelligence artificielle pour le journaliste, c'est la production de fake news. C'est pas quelque chose de très récent. C'est récent quand même. C'est un grand risque pour le journalisme et pour la démocratie elle-même. De notre côté, l'usage de l'intelligence artificielle, ou plutôt, si vous voulez, pour les médias utilisent l'intelligence artificielle pour 3 raisons. Dans les médias, ça date d'une dizaine, une quinzaine d'années déjà. Et en un sens, l'emploi de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire sous la forme des algorithmes, c'est une étape avant l'intelligence artificielle, les algorithmes. On peut commencer à parler du début des années 2000, aux alentours de 2003. L'usage de l'intelligence artificielle dans les médias arrive il y a une dizaine d'années. Ces 2 dernières années, on a eu une amplification à cause du chat GPT. Les 3 raisons principales pour lesquelles les médias emploient l'intelligence artificielle, c'est la production de contenu journalistique, grande quantité, très rapidement. L'homme ne peut pas faire cela. Pas le commentaire, mais le contenu, une nouvelle, sans rien d'autre. Un tremblement de terre ce matin à Athènes de 3,5 sur l'échelle de Richter. Distribution du contenu journalistique et news gathering, collecte donc des nouvelles. Une autre raison pour laquelle on emploie l'intelligence artificielle dans les médias, c'est le fact-checking, c'est-à-dire la recherche des nouvelles qui sont vraies. Les techniques développées grâce à l'intelligence artificielle sont très sophistiquées. Le plus grand risque, en revanche, ce sont les fake news. Vous voyez qu'il y a donc 2 aspects qui sont très importants.
Les théories du complot produites par les fake news, par des champs très séduisants comme l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de réel. Je vous ai dit tout à l'heure que les fake news, c'est quelque chose de très ancien. Internet ne fait que les amplifier, les accélérer. Vous connaissez tous l'émission de Orson Welles en 1939, comme quoi des extraterrestres avaient débarqué en Grèce. Les gens étaient sortis dans les rues en 1938. La guerre dans le monde, c'était le titre de l'émission. Et les gens donc sont sortis paniqués dans les rues. Au même moment, il y avait un journal aux États-Unis qui décrivait la vie sur la Lune. C'est-à-dire, il disait que certains scientifiques voient comment se passe la vie sur la Lune. Ils voient les habitudes quotidiennes des gens qui se trouvent sur la Lune. Donc, il y a toujours eu des fake news. Plus les outils que nous avons à notre disposition, plus ces nouvelles fausses deviennent plus importantes. Mais il y a des risques, n'est-ce pas? Je vois ces dernières années on attribue la caractéristique de risque existentiel. C'est un risque qui peut te détruire. Une pandémie, par exemple. L'intelligence artificielle est ainsi qualifiée. Par exemple, la pandémie, elle a été traitée, mais ce risque, ou plutôt si vous voulez, ce risque est très grand. Des théories du complot peuvent voir le jour, il y a des risques, beaucoup de dangerosité et beaucoup de points positifs quand même, on peut trouver. Je vais m'arrêter là-dessus parce qu'on a autre chose à dire à propos des journalistes. C'est pas la peine de vous parler des relations du travail dans ce milieu-là. Pas seulement les risques, mais les aspects positifs qu'on peut trouver dans ce secteur. Nous avons dépassé le temps qui nous était imparti. Donc, je vais dire juste une dernière chose. À l'évidence, quand on parle d'intelligence artificielle, les relations du travail vont être transformées de manière plus générale et dans le cadre du journalisme également. Je voudrais dire que ces risques n'ont pas été confirmés, nos craintes non plus. Jusqu'à présent, l'intelligence artificielle agit aux côtés du journaliste. L'ordinateur ne peut pas faire des commentaires. L'une des prochaines étapes sera que l'algorithme puisse produire un commentaire également. On va dans cette direction. Cette année, des prix Pulitzer ont été décernés au travail journalistique, à des travaux journalistiques provenant de l'homme, de l'humain, mais aussi de systèmes d'intelligence artificielle. Je ne sais pas si le robot, l'algorithme, le système pourra obtenir un prix Pulitzer tout seul, mais on est sur cette voie et c'est très intéressant. Il y a de très grands risques et comme je l'ai dit au tout début, il faut toujours garder en tête le fonctionnement démocratique de nos sociétés et comment toutes ces choses-là l'influencent. Je voudrais vous remercier tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Asma Mala et Sotil Triandafilo, on n'a plus de temps. Le temps s'est écoulé beaucoup trop vite. Merci à vous tous et l'Institut français de Grèce. Nous vous incitons, nous vous encourageons de rester là pour la prochaine intervention, la prochaine conférence.